Bonjour à tous, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Donc nous allons parler de la monnaie, enfin de l'argent et des valeurs. Peut-être avant de vous présenter nos intervenants, je vais dire quelques mots pour présenter notre sujet. Quand on a lancé France Digital, il y a maintenant près de 10 ans, on est parti d'un postulat de départ qui était le suivant, qui était de se dire qu'il y avait des éléments et des sujets dans notre industrie sur lesquels il était pertinent que les investisseurs et les entrepreneurs parlent d'une seule voix, qu'il y avait un vrai alignement d'intérêts entre eux. Et effectivement, le sujet des levées de fonds et des exits, était, donc les sorties, les cessions de société, était figuré parmi ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel France Digital est toujours extrêmement actif. On travaille beaucoup sur les chaînes de financement et puis sur favoriser la liquidité dans les portefeuilles de start-up. Et ce qu'on constate récemment comme une évolution un petit peu naturelle sur ces sujets, c'est qu'en fait, les entrepreneurs aujourd'hui ne cherchent plus uniquement à lever des fonds ou à vendre leur société avec la plus forte valorisation. Ils essayent également de trouver des investisseurs ou des partenaires à long terme avec lesquels il y a un vrai alignement d'intérêts et il y a des valeurs communes. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Carrel, juste à ma droite, qui est un des membres fondateurs de France Digital, ingénieur et entrepreneur. Vous connaissez sûrement ces startups, Zouv, WeSings, Invoxia, Sculteo, parmi d'autres. Virginie Lazès. Donc Virginie, tu es co-head du European Tech Investment Banking département chez Rothschild. Et Olivier Mathieu, vice-président de France Digital, je ne sais pas si on le présente encore, président de The Camp. Et plus récemment, tu as pris la tête du fonds 2050 et tu es également cofondateur de Price Minister. Est-ce que j'ai tout cité? Absolument, associé donc, dans cette nouvelle aventure 2050 à Marie Ekland, qui prendra aussi la parole tout à l'heure. Bienvenue à tous parmi nous. Pour ma première question, peut-être Éric, je m'adresse à toi. Tu as l'occasion de lever des fonds avec différentes startups. Est-ce que tu as toujours abordé cet exercice avec les mêmes objectifs et les mêmes perspectives sur tes différents projets, ou est-ce que tu as peut-être évolué ces derniers temps? Alors moi, je crois que la première fois que j'ai levé des fonds, c'était en 2001, donc c'était il y a une éternité. À l'époque, il n'y avait pas le même engouement qu'il y a aujourd'hui dans le monde des startups. Et donc, ce qu'on essayait, c'était de trouver des fonds. Et en fait, je ne savais pas très bien ce qu'était un investisseur. Alors j'ai appris assez vite, parce qu'au premier board, je me suis fait engueuler comme c'est pas possible. Mais depuis, effectivement, j'ai un peu appris à mieux travailler avec les investisseurs. Ce qui est important, et probablement qui est une évolution vraiment très récente, c'est le fait qu'on peut effectivement s'entendre sur des valeurs et qu'on peut en discuter. Je pense qu'il y a quelques années, il était difficile de discuter d'autre chose que la valeur de l'argent. Et maintenant, on voit beaucoup de fonds qui commencent par nous poser d'autres questions que est-ce que vous allez nous rapporter beaucoup, et qui d'ailleurs nous imposent, nous, entreprises aussi, de suivre un certain nombre de critères sur notre responsabilité sociale, sur l'impact que l'on a sur la société, etc. Et ça, c'est important. Et alors, tout le monde en parle, ça c'est clair. Par contre, nous, entrepreneurs, il faut qu'on ait des moyens de savoir est-ce que le fonds qu'on a en face de nous, il dit ça parce que c'est à la mode, ou il dit ça parce qu'il le pense vraiment. Et je pense qu'un des critères, c'est sa capacité à voir le long terme. C'est-à-dire que tous les fonds qui doivent sortir rapidement, finalement, parfois, on a du mal à comprendre leur sincérité sur ce sujet, parce que le temps peut à un moment donné devenir en contradiction avec les valeurs qu'on essaye de développer. Alors on pourra peut-être prendre des exemples concrets, mais par exemple, on parle aujourd'hui d'une entreprise qui s'appelle Zouv, qui fait des vélos électriques partagés. Le Covid fait qu'aujourd'hui, on a énormément de mal à trouver des composants pour fabriquer des vélos, donc on a du mal à servir nos clients à l'heure. Donc du coup, on va être en retard sur un certain nombre de livraisons. Est-ce que pour autant, ce qu'on essaye de faire a un impact différent? Bien sûr que non. Est-ce que le fonds est capable d'attendre le fait qu'il va falloir peut-être un an de plus pour faire ce qu'on avait prévu de faire et livrer autant de vélos qu'on avait prévu de livrer? Voilà, ça fait partie des points qu'on aime bien voir chez un fonds. Et donc, vraiment voir si cet alignement, il tient
un peu de contradiction ou s'il est juste sur la surface. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, tous les fonds viennent nous voir avec de très grandes valeurs. Et ça, comment est-ce que tu le testes avec tes investisseurs ? Est-ce que tu as des moyens d'aller au-delà de la simple discussion ? Parce que tant qu'on n'a pas signé une term sheet, tout le monde donne ses meilleurs arguments. C'est comme avant un mariage. Ouais, je suis d'accord. Je n'ai pas de moyen de le tester. Enfin, je pense qu'il y a déjà les règles. Enfin, on commence à voir des fonds evergreen. 2050 est un bel exemple. Donc ces fonds qui n'ont pas de deadline pour le remboursement, et ça pour nous ça commence à être important. Et je pense que voilà, on n'est pas sûr de savoir. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'une fois que l'investisseur a fait un investissement, je le vois dans d'autres entreprises comme WeThings, on voit qu'il y a des investisseurs qui sont vraiment très soucieux du rapport que l'on fait au niveau responsabilité sociale de l'entreprise, qui nous aident, qui nous accompagnent, qui nous mettent en contact. Donc c'est plus un sujet juste, je dirais, pour rendre le gâteau joli. C'est vraiment profondément quelque chose qui est attendu. Et je m'en réjouis parce que ça veut dire quelque part que les investisseurs qui ont investi dans ces fonds-là ont aussi des exigences assez fortes. C'est-à-dire que finalement, il y a une chaîne d'exigences qui est en train de se créer, qui est quelque part vertueuse. Virginie, je te vois hocher de la tête. Je pense qu'avec ton rôle de banquier, en effet, tu vois beaucoup plus d'opérations que nous à notre niveau, même dans les fonds. Est-ce que c'est un phénomène auquel tu assistes également ? Est-ce que toi aussi, tu partages la position d'Éric ? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de fonds qui sont très sensibles au sujet d'impact, au sujet green, au sujet diversité, et qui mettent ces valeurs-là en avant, mais pas simplement comme un simple outil de marketing, mais aussi comme une méthodologie pour aider les entreprises à aller vers ces valeurs-là et à les transcrire au cœur de leur business plan. C'est très nouveau. Effectivement, et Olivier 2050, je pense que c'est aussi ce que vous voulez mettre en place avec Marie. Et ça interpelle beaucoup les entrepreneurs, et c'est un moyen, avoir une discussion avant la term sheet sur la méthodo, est-ce qu'il y a vraiment une méthodo, est-ce qu'il y a une implication de la part du fonds et un commitment de la part du fonds pour aider l'entrepreneur sur ces sujets-là. C'est nouveau, c'est rafraîchissant et ça change pas mal les critères d'analyse quand on reçoit des term sheets entre un fonds traditionnel qui finalement met en avant ces valeurs-là, mais n'a rien pour les mettre en œuvre, et puis ceux qui ont vraiment réfléchi et qui souhaitent le faire. Et ça, je pense que ça va continuer à se développer, parce que finalement, ces valeurs-là, quand on leur donne le temps de s'épanouir, elles créent de la valeur à la fin. Ce n'est pas simplement des valeurs pour des valeurs, parce qu'on parle quand même des investisseurs financiers. C'est des valeurs pour créer de la valeur peut-être à plus court terme que simplement apporter de l'argent. Si je peux me permettre, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir que je suis tout à fait d'accord avec toi. Et aujourd'hui, quand on discute avec un investisseur, on peut avoir une discussion en contradiction sur ces sujets-là. Typiquement, il y a des sujets qui sont à la mode, donc un investisseur va peut-être considérer que tel point est pas bon ou tel point est bon pour la planète, etc. Et il accepte qu'on ait une discussion à bâton rompu, parfois assez soutenue, pour dire qu'on n'est pas d'accord. Parce que je pense que sur ces sujets de valeur, il y a quand même un point auquel il faut faire attention, c'est qu'on peut complètement se tromper. C'est-à-dire que c'est pas évident de savoir, quand on est dans un marché en disruption, où est la valeur que l'on est en train de créer. Je vais prendre un exemple dans la santé, par exemple. Il y a des gens qui nous disent vous mettez des personnes partout, c'est contraire à l'intérêt pour la planète. Et nous, on essaye de leur expliquer oui, on met des personnes partout, mais on s'aperçoit qu'on a un impact positif sur la santé des gens, et donc probablement ils iront moins vite dans une maladie chronique. Mais ça, on a besoin de temps pour le démontrer. Et donc avoir cette discussion à bâton rompu, pouvoir débattre de ces sujets et dire que les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'on pourrait dire a priori, ça je trouve c'est nouveau, et c'est un vrai signe qu'il y a une maturité qui est en train de se créer. Et toi, Olivier, donc chez 2050, vous avez en effet beaucoup réfléchi sur ces sujets et vous en avez fait une part très importante dans votre stratégie d'investissement.
Est-ce que vous avez aussi formalisé ce que ça implique effectivement en termes de due diligence, en termes de travail en amont avec un entrepreneur sur la définition des valeurs et puis sur le calcul, peut-être, je ne sais pas si on peut parler de taux de compatibilité entre les valeurs de l'entrepreneur et puis vos valeurs au sein de 2050 ? Oui, c'est tout le propos de 2050 qui a un objectif particulièrement ambitieux parce que nous, il s'agit de casser le moule un peu du capital risque dont on considère que c'est un véhicule ou c'est un moyen d'investissement ou de financement d'une certaine période et on entre dans une nouvelle période. Et à chaque période, il y a eu les grandes découvertes, les armateurs, la révolution industrielle, la révolution digitale. Et aujourd'hui, on a cette révolution du sens, ou la révolution durable, ou qu'on appelle nous aussi la révolution de la fertilité. Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'inscrire dans le temps? Et tous les deux, vous avez d'ailleurs parlé du temps. La durée d'investissement. Virginie aussi a cité le mot temps. Et nous, on ressent cette tension forte entre le court terme et le long terme. Il y a une dictature du court terme. Nous, quand on a revendu PricewaterhouseCoopers, je l'ai ressenti. On s'est retrouvé dans un site, dans un groupe coté en bourse au Nasdaq, donc le Nasdaq japonais. Et forcément, on a des quarterly reports, des rapports trimestriels. Donc des gouvernances qui sont finalement associées à une réflexion sur le ROI, et c'est l'objectif de 2050, et bien entendu aussi de gagner de l'argent, mais on voit que le besoin de liquidité à court terme est devenu tellement important, la financiarisation du monde, et c'est pas d'être gaucho de le dire, parce que je suis dans la famille des fonds d'investissement, c'est pas juste un regard qui dirait que la finance est mon ennemi, on pense juste qu'il faut réviser un peu la finance. Et donc, ce qui est intéressant dans ce rapport au temps, c'est qu'il faut du temps, parfois, pour transformer profondément des filières, ce qui est notre objectif, des filières positives. Et c'est ce que tu disais, Eric, aussi, évidemment. Parfois, on a besoin de temps qui n'était pas prévu, parce qu'il y a aussi des aléas. On peut conserver sa vision, avoir des valeurs, mais il y a le Covid qui arrive, mais il y a des changements parfois réglementaires, parfois des changements qui sont associés au réchauffement climatique, et puis d'autres qui sont associés à la société. Donc, il faut du temps pour les entrepreneurs, mais il faut quand même avoir une certaine liquidité pour les investisseurs. Et donc cette révolution un peu copernicienne qui a l'air toute simple, elle est en partie résolue par la question du fonds Evergreen que nous a fait la gentillesse de citer. Et en termes de full disclosure, je dirais qu'on peut dire que 2050 est effectivement actionnaire de WeThings. Donc on se connaît bien avec Eric de longue date, en plus des relations avec France Digital. Et donc on partage ces valeurs. Et pour moi, c'est vraiment ce climat. Il y a court terme, long terme. Il y a effectivement valeur, on parle beaucoup de valo quand on peut dans les startups, c'est la valo, la valorisation. Et là, il y a la valeur, les valeurs, c'est le thème de la journée. Et ces valeurs-là, parfois on parle également de comptabilité ou de tableau de bord extra-comptable. Donc pour bien répondre à ta question, Delphine, il s'agit de voir quelle méthodologie on met en place pour s'assurer de ce que nous on appelle l'alignement de ces valeurs et qu'elles se maintiennent dans le temps, qu'elles soient durables en tant que telles, qu'il y ait une mission de l'entreprise. Et tous les entrepreneurs partent avec cette belle idée qu'il faut changer le monde, qu'il faut améliorer le monde. Mais sous cette pression du court terme, ils vont être peut-être tentés, à certains moments, d'habiller un peu la mariée pour lever des fonds, de dépasser un peu la ligne jaune pour optimiser certains KPI, comme on dit. Donc nous, on met en face de ces KPI des KAI, les KAI, les Key Alignment Indicators. C'est un petit jeu de mots pour évidemment jouer en miroir avec les Key Performance Indicators qui sont nécessaires et pour dire, voilà, on a une méthodologie pour vérifier que l'entrepreneur avec ses salariés, que l'entrepreneur avec son écosystème, que l'entrepreneur avec sa gouvernance et ses actionnaires puisse maintenir ce cap. Et maintenir ce cap, ça veut dire lui donner du temps, lui donner des moyens, comprendre la sincérité effectivement en posant les bonnes questions avant d'investir, mais qu'on ait aussi un accord des autres investisseurs. Au moment où on signe une lettre d'intention, c'est important que les autres investisseurs comprennent qu'on va partager un certain nombre de ces valeurs autour de la table et qu'elles soient complémentaires. Donc on veut gagner de l'argent, mais on veut faire attention à ce que l'argent ne serve pas que à gagner encore plus d'argent. Ça sert à ça, mais ça sert aussi à autre chose. Et là, c'est la comparaison avec le digital est intéressante parce qu'on voit bien, là, moi j'étais avec tout à l'heure dans le podcast de Jérôme Colombin sur la question aussi de tout ce qui est app fairness, parce qu'il y a tout ce combat anti-GAFAM. On voit bien que plein de grandes entreprises tout à fait intéressantes et inspirantes sur le plan entrepreneurial, tels que Google, Apple ou Netflix, ont connu des désalignements, des désintérêts, parfois vis-à-vis de leurs propres clients, parfois vis-à-vis de la communauté des développeurs, parfois vis-à-vis de la réglementation fiscale. Et donc, c'est tout ce à quoi on veut veiller pour maintenir dans le temps cet alignement avec les intérêts de la société, de la planète et de l'ensemble des écosystèmes qui entourent une entreprise.
Tu veux répondre Non, moi, je voudrais pousser Olivier à en dire un peu plus. Je trouve ce qui est intéressant dans ce que 2050 fait, c'est aussi qu'il y a une partie recherche qui est associée à cet argent qui est mis. C'est de dire finalement, dans la construction de ces valeurs, c'est pas évident. On ne sait pas très bien comment ça va se construire. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'il y ait des chercheurs qui travaillent. Il faut qu'il y ait des équipes qui se rencontrent. Il faut regarder plusieurs choses parce qu'on est un maillon d'une chaîne. Comment on regarde l'ensemble de cette chaîne? Et enfin, je ne voudrais pas répondre à ta place. Mais... Écoute, merci de me poser cette question. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais en plus de la caractéristique evergreen, c'est-à-dire qu'il y a un fonds qui n'est pas fermé, qui va pouvoir donner du temps, et ce n'est pas une succession de fonds vintage comme les autres fonds de capital risque qui ont une durée, puis ensuite ils sont fermés, ils relèvent des fonds dans un autre fonds, etc. Nous, c'est toujours le même fonds, ça c'est important, cette notion d'evergreen. Et une autre caractéristique innovante à laquelle fait allusion Eric, c'est qu'on réserve une partie de l'argent de nos souscripteurs, donc 10%, sachant que 90% reste de l'investissement direct dans les startups pour financer l'entrepreneuriat, mais 10% vont servir à financer ce qu'on appelle l'économie des communs, dans lequel on inclut les questions d'éducation, les questions de recherche, les questions d'exploration et de transformation des écosystèmes, considérant qu'effectivement, un entrepreneur seul ou des cofondateurs seuls entre eux ne pourront pas transformer profondément une filière parce qu'ils sont à l'intérieur d'un univers, d'un écosystème, d'un réseau fortement contraint par l'héritage des lois, donc la dimension advocacy, lobbying, faire évoluer les lois, par l'état de la science à un instant T et comment est-ce qu'elle a été effectivement orientée et utilisée par les industries précédentes. Et également l'éducation, parce qu'il faut aussi changer dans de nombreux cas. On s'est beaucoup penché sur les questions de l'agri-food, de food tech, agri-tech, etc. Parce qu'effectivement, la façon de penser des agriculteurs est issue, sur plusieurs générations depuis la Deuxième Guerre mondiale, d'une certaine façon de penser. Et ce n'est pas des mauvaises personnes, c'est des gens qui rentrent dans un système avec des coopératives, avec une politique agricole commune, avec des systèmes d'éducation. Et il y a énormément de food tech, il y en a ici aujourd'hui, il y a énormément d'innovations, mais ces innovations-là, elles ne pourront porter leurs fruits ou transformer la filière que si l'ensemble de l'environnement évolue. Donc on pense très important d'avoir 10% qui ne sont pas 10% dédiés à du profit. Ce n'est pas du non-profit au sens caritatif, c'est bien au service des startups, mais malgré tout, c'est pour avoir une influence profonde de transformation sur ces filières. Et je vois qu'en effet, il y a beaucoup de leviers pour effectivement travailler sur le sujet des valeurs, de la sustainability, et puis effectivement préserver la pérennité de notre environnement. Je pense, si on essaie de revenir un tout petit peu plus peut-être à cette relation investisseur-entrepreneur, je me demandais, Virginie, c'est peut-être toi la mieux placée pour répondre, mais quelles sont les valeurs sur lesquelles les investisseurs et les entrepreneurs vont parfois s'échauffer? Parce que j'imagine que protéger l'environnement, donner de bonnes conditions de travail aux salariés, c'est quand même des valeurs assez universelles et sur lesquelles il est très difficile de revenir. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu sens, entre les deux parties, parfois des points d'échauffement? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire que effectivement la term sheet était peut-être très jolie sur le papier, mais que le projet qui était construit par le couple investisseur-entrepreneur était finalement peu compatible, qu'il y avait peu de points communs entre les deux et que ça ne partait pas dans une bonne direction? En fait, c'est exactement ce que disait Eric tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est assez facile de se mettre d'accord sur des valeurs génériques quand on ne les creuse pas et quand on ne se donne pas un point d'atterrissage temporel commun. Et après, c'est pas sur les valeurs qu'on s'écharpe, c'est plus sur comment on les met en œuvre. C'est vraiment dans la réalité et dans comment ces valeurs vont être transposées dans le fonctionnement au quotidien de la start-up que là, ça commence à s'échauffer parce que évidemment, l'entrepreneur, il a sa vision, c'est son entreprise, c'est son projet et il conçoit l'application des valeurs à l'intérieur de son projet. Et parfois, il y a des investisseurs qui soit finalement s'en foutent. Et c'est effectivement du greenwashing. C'était un beau discours marketing au début pour que la term sheet soit choisie, puis ensuite il laisse l'entrepreneur vivre sa vie. Et là, il y a une frustration parce qu'il ne trouve pas l'aide dont il peut avoir besoin auprès de son board et de ses investisseurs. Ou alors, il y a une divergence sur la mise en œuvre ou la mise en œuvre des moyens pour atteindre ces valeurs qui, au day-to-day, peuvent poser problème dans des discussions de budget, dans des discussions de recrutement,
bien, etc. Donc, c'est pas tellement dans la thématique de valeur, mais c'est dans le quotidien de la réalité de ces valeurs. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est Olivier qui m'y fait penser. En fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de fonds qui mettent en avant ces valeurs. Donc, quand vous raisonnez, vous recherchez une levée de fonds, vous pouvez vraiment, en tant qu'entrepreneur, vous poser la question, il y a la valo, il y a les valeurs. Quand vous vendez, là, c'est différent. Parce que quand vous vendez, vous avez un acquéreur qui arrive, qui met un prix sur la table. Et l'acquéreur, il a son projet, il a l'image qu'il donne dans le marché. Alors, il peut être coté, ça peut être un Google, etc., qui met un gros chèque. Et puis, ça peut être un concurrent très différent, plus européen, qui met une valo plus faible ou une structure de deal plus progressive. Et comment, entre actionnaires, vous choisissez la plus grosse valo ou les plus belles valeurs? Et c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que vous avez autour de la table et dans votre actionnariat des investisseurs qui, justement, n'ont pas les mêmes valeurs que vous, entrepreneurs. Parce que si vous avez des investisseurs très financiers, ils vont vous dire, ok, très bien, regarde, c'est pas compliqué, c'est le plus gros chèque, et puis si tu t'y plais pas, c'est pas grave, tu pars, et puis tu recrées une boîte. Mais alors ça, là encore, c'est quelque chose qui prévalait il y a quelques années. Aujourd'hui, on a des générations d'entrepreneurs qui ne créent pas leur boîte juste pour ensuite la revendre, mais qui la créent vraiment pour la faire grandir et pour qu'elle ait un impact. Et donc la vendre à un acquéreur qui va détruire ses valeurs, c'est évidemment pas ce qu'il souhaite, mais s'il n'a plus la majorité, s'il n'est pas d'accord, et si ses actionnaires, si le pacte d'actionnaires fait que finalement on peut le forcer à vendre, ça n'arrive pas. Donc je pense qu'il faut réfléchir dans les valeurs. Il n'y a pas simplement qu'est-ce que je construis à l'instant T autour de ma start-up, mais c'est aussi après, avec ces investisseurs-là, quel type de sortie je vais aller chercher et est-ce que je vais toujours pouvoir imposer mes valeurs à la sortie dans le choix de l'acquéreur et dans le choix du projet. C'est une question essentielle et en fait je crois qu'on n'arrivera même pas à y répondre comme ça parce que c'est confronté, certains entrepreneurs, c'était Marc Simoncini qui disait moi je sais ce que vaut ma boîte quand il y a un chèque posé devant et après est-ce qu'on peut dire non à un chèque? Déjà l'entrepreneur malgré tout il est actionnaire de sa boîte aussi, hein, donc il a un intérêt financier et parfois un intérêt financier beaucoup plus important que les autres décisionnaires dans le tour de table en proportion de son patrimoine. Donc là ça peut être effectivement très compliqué. Mais avant même la cession, c'est des choses qu'on a connues. Eric a déjà revendu des sociétés, moi aussi, en tant qu'investisseur ou entrepreneur. Effectivement, on compare quand même. Le rapport financier est prédominant, il ne faut pas se mentir. Mais il y a quand même des projets qui sont sur la table. Parce que l'articulation, c'est rarement directement un chèque. C'est quand même, ça s'inscrit dans un projet, souvent quand c'est industriel, d'intégration, qui s'inscrit dans le temps. Donc il y a d'autres critères qui viennent dans le jeu. Malgré tout, je pense qu'avant cette partie-là, il y a aussi effectivement les applications concrètes des valeurs et une dimension qui, pour nous, du point de vue 2050, est sous-estimée. Quand on parle d'ESG, c'est environnement, social et gouvernance, c'est le G de gouvernance. Et la gouvernance, c'est la composition du board, comment sont prises les décisions, etc. Donc c'est l'accompagnement avant un exit. Et ça, c'est quelque chose qui est encore, sur lequel, en tout cas, nous avons cette ambition vraiment naïve mais très forte de pouvoir peser avec 2050. Non, il faut influencer aussi la gouvernance pour que la compétence du board, l'adhésion à ces valeurs, mais également le suivi d'indicateurs extra-financiers, à condition qu'il y ait des vraies méthodologies, des outils très professionnels. C'est ce que tu disais, Virginie, il faut accompagner les entrepreneurs comme on les accompagnait au départ dans les outils numériques, il faut les accompagner dans les outils du suivi et de la durabilité et de leur empreinte sur la société et sur la planète. Donc c'est vraiment ces questions de gouvernance qui, à mon avis, sont au cœur, parce que tout le monde maintenant sait qu'il y a du réchauffement climatique, tout le monde sait qu'il y a un gros problème d'inclusion sociale, mais après, concrètement, quand on se retrouve dans un conseil d'administration, qu'est-ce que ça peut changer ? Et tu penses qu'aujourd'hui, les outils qu'on a mis en place dans les conseils d'administration ne sont pas adaptés ? Parce que moi, je regardais, pour avoir travaillé dans différents écosystèmes, un de mes premiers constats quand je suis arrivée, passant d'un univers très très financier à l'univers des startups qui, pour le coup, me paraissait un peu moins financier et un peu moins guidé par l'argent que les autres que j'avais pu pratiquer, c'est que justement, on avait systématiquement des gouvernances qui étaient très collégiales. Dans tous les boards sur lesquels j'ai eu l'occasion de me positionner, il y avait des représentants des fondateurs, des représentants des administrateurs, enfin des investisseurs, pardon, et puis souvent des administrateurs indépendants. Et j'avais l'impression
mais c'est peut-être une vue de l'esprit, que justement on avait toujours eu ce souci de préserver une grande collégialité et puis une liberté de penser et de s'exprimer de chacune des catégories de membres. Je pense que c'est vrai, je donne juste mon élément de réponse pour vous laisser la parole. C'est vrai, on peut composer, et il y a beaucoup de boards qui sont intelligemment pensés, avec des valeurs et des contributions complémentaires les unes des autres, mais il ne faut pas le penser seulement en fonction effectivement du résultat financier. Et pour que ce soit aligné, à mon avis, avec le comité de direction, ou ce qu'on appelle les C-level, les managers, etc., il faut probablement ajouter une dimension également dans la rémunération variable qui inclut d'autres critères. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même le lien entre l'argent et ses valeurs qui doit exister. Ce n'est pas juste effectivement des paroles qui doivent être dites en l'air. Si je peux me permettre d'ajouter un point là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a aussi les utilisateurs ou clients maintenant qui interviennent là-dedans. C'est-à-dire que quand une entreprise est rachetée, elle a, à travers le monde numérique, des liens très étroits avec ses utilisateurs et avec ses clients. Et donc, si le racheteur avait une culture très différente, ça coince. C'est-à-dire que ces utilisateurs et ces clients, ils ont un pouvoir, entre guillemets, politique, et ils vont s'exprimer sur les réseaux, ils vont s'exprimer sur le service support. Moi, je l'ai bien vu quand on a vendu WeThings et que je l'ai racheté. Il y avait une demande très très forte des utilisateurs par rapport à ce qu'on était avant. Et donc, il y a eu un rappel. Ces Zouv, aujourd'hui, on fait des vélos électriques partagés, où on essaye de ne pas viser uniquement le centre-ville, etc. Quand on discute avec les maires, ils sont très attachés à cet aspect de décentralisation. Et si dans 5 ans, il y a quelqu'un qui rachetait l'entreprise et qui faisait complètement différemment, ça râlerait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette force-là, à partir du... En fait, la culture qu'on insuffle à l'intérieur de l'entreprise, elle dépasse l'entreprise, elle rejoint les utilisateurs et les clients, et à travers ça, elle crée aussi un contre-pouvoir. Il y a une troisième force, je trouve que ça c'est vrai, parce que c'est peut-être un peu la beauté du capitalisme, c'est que l'offre et la demande, quand l'opinion bascule, et ben, ça joue après sur les financiers, parce qu'ils doivent évidemment apporter une offre qui répond aux besoins, aux aspirations des consommateurs ou des citoyens, etc. Mais il y a aussi une autre chose qu'on a oublié de mentionner, mais qui est essentielle, c'est également l'attractivité et la séduction pour les talents dans les entreprises. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un risque important post-acquisition de diluer les valeurs et que les gens partent. D'abord parce que dans certains cas, ils étaient intéressés, ils ont touché leur chèque, et puis en plus, ils ne se retrouvent pas dans le projet. Mais nativement, même dès le départ aujourd'hui, on le voit bien à travers France Vital, d'autres organisations comme le Galion au sein des discussions avec la French Tech. Tout le sujet, c'était le cas avec le secrétaire d'État Cédric O tout à l'heure, c'est quand même de parler des talents. Et les talents et les valeurs, maintenant, c'est fondamental. Évidemment, il faut que les gens gagnent bien leur vie, mais il y a tellement d'exemples, y compris maintenant de ce qu'on appelle parfois... Enfin, en tout cas, il y a des gens même qui démissionnent parce qu'ils ne se retrouvent pas dans l'esprit ou dans la culture de ce qu'ils voulaient. Ou alors, ils y pensaient y être à un moment donné, et puis 3 ans après, ce n'est plus le cas. Et du coup, ça, c'est un gros problème qui se transforme en problème financier. Parce que vraiment, on a besoin d'argent et on a besoin de talent. C'est les deux seules choses sur lesquelles une entreprise peut se reposer pour accélérer. Et donc finalement, le rôle de l'entrepreneur aussi, quand il se sépare de sa société, c'est aussi justement d'aider l'acquéreur à construire le projet et puis à préserver tout ce qu'il a réussi à mettre en place, les talents, et puis garder des perspectives effectivement à ces personnes. Je pense que c'était une très belle conclusion, Olivier, et vraiment tout à fait l'esprit de ce qu'on voulait présenter aujourd'hui. Peut-être pour finir cette table ronde, est-ce que vous auriez chacun un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui reçoit sa première term sheet sur les bonnes questions et les bons points sur lesquels il doit challenger ses premiers investisseurs? Pas facile. Moi, dans le prolongement de ce que disait Olivier, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une jeunesse qui est très attachée à ses valeurs. Et donc, je pense qu'il faut simplement écouter ce qu'on a à l'intérieur et ce qu'on a envie de retrouver à l'extérieur et ne pas oublier de s'écouter, quoi. Ouais, je suis d'accord. Le sujet, il n'est pas tant dans la term sheet. Je pense qu'il faut aussi aller poser des questions aux autres entrepreneurs qui ont cet investisseur-là au capital et demander comment justement ces valeurs sont mises en place, comment ça se passe au board, etc. C'est aussi très important. Moi, je crois que tout ça est vrai, c'est-à-dire qu'on peut faire du ref check, comme quand on recrute un talent, on peut essayer de se renseigner maintenant sur les investisseurs. Et il est vrai aussi que le rapport de force, il y a beaucoup d'argent sur le marché, et le rapport de force entre entrepreneurs et investisseurs est un peu différent.
Donc, dans beaucoup de cas, en tout cas quand les entreprises fonctionnent bien, elles ont davantage le choix de pouvoir choisir leurs investisseurs, ce qui n'était pas forcément vrai il y a 15 ans. Une autre chose, c'est qu'on voit quand même dans le process de négociation ou des due diligence, on voit quand même et se révèle un peu aussi les caractères, la façon d'analyser un business, les questions qui sont posées, les interactions humaines, la façon d'envisager les choses. Et donc, un peu comme le dating, puisque tu disais que c'était comme un contrat de mariage, le dating, même s'il est un peu procédurier dans la version américaine, en tout cas, il y a cette idée de valider, de faire un petit bout de chemin ensemble. Nous, ce qu'on aimerait faire avec 2050 et ce qu'on a commencé à faire, c'est de faire le temps du deep dive, c'est-à-dire de ne pas recevoir des dossiers. En général, quand on reçoit un dossier, on pense que ce n'est pas le bon moment pour investir. C'est le bon moment pour l'entrepreneur de lever des fonds, mais pas pour nous, parce qu'on n'a pas eu le temps justement de créer cette relation de confiance, d'analyse du marché, mais également de compréhension des enjeux humains qui animent les fondateurs et leurs équipes. Donc il y a ce temps-là qui est un temps de vérifier, un temps de fiançailles. Très bien. Merci beaucoup à vous trois, et puis on va accueillir Marie et ses intervenants.